Avant de commencer, il est fortement conseillé de ne pas trop insister sur la qualité du spectateur. Ce qui suit est uniquement destiné à des fins éducatives et de divertissement. Il s'agit du témoignage textuel devant le tribunal fédéral du procès de Sean Diddy Combs. Comme le rapporte Inner City Press, des millions de personnes ont vu Ashton Kutcher jouer le rôle du charmant farceur, du tombeur loufoque ou de l'investisseur technologique avisé. Mais par une matinée humide de printemps, dans un tribunal de Manhattan, ce même homme s'est présenté non pas comme une célébrité, mais comme témoin dans l'un des procès de célébrités les plus troublants de l'histoire moderne. Sean Diddy Combs étant confronté à une longue liste d'accusations allant du trafic sexuel aux abus en bande organisée, Kutcher, ancien membre du tristement célèbre groupe de rap hollywoodien de Diddy, n'a eu d'autre choix que de témoigner. Le silence emplit la salle, puis Ashton prit la parole. La suite laissa le tribunal stupéfait. Kutcher n'était pas seulement là pour prendre ses distances avec Diddy. Il était là pour révéler quelque chose que personne n'attendait. Un aveu choquant, une trahison, et un secret qui pourrait tout changer. Voici le moment où Ashton Kutcher est devenu témoin. Voici l'histoire du jour où il a rompu le silence. L'atmosphère dans la salle d'audience était tendue, inhabituellement, même pour une affaire déjà saturée de révélations retentissantes. Mais lorsqu'Ashton Kutcher fut appelé à la barre au 9e jour du procès contre Sean Diddy Combs, la salle changea. Un silence d'un autre genre régnait. Kutcher n'est pas entré comme une célébrité hollywoodienne habituée au tapis rouge et aux fanfares. Il est entré comme un homme acculé. Sa cravate était serrée, son front humide, ses yeux scrutant une issue qui n'existait pas. Car pour la première fois, il n'était pas sur un plateau de tournage. Il était sous serment. Les médias spéculaient depuis des semaines sur la possibilité que le nom de Kutcher soit évoqué. Des années de photos, d'investissements et de fêtes avec Combs avaient refait surface après l'arrestation de Diddy, et l'équipe d'Ashton avait travaillé d'arrache-pied pour clarifier la chronologie. Mais aucune manipulation n'avait pu modifier les révélations de l'accusation. Le nom de Kutcher apparaît dans la correspondance, les registres de sécurité, les dossiers financiers, plus accablant encore, dans une poignée de vidéos saisies dans la propriété de Diddy. Ashton Kutcher, commença le procureur, reconnaissez-vous cette image? Kutcher jeta un coup d'œil à l'écran. L'image était granuleuse, mais c'était bien lui, chemise légèrement déboutonnée, un verre à la main, riant dans une pièce faiblement éclairée. Autour de lui, les visages étaient floutés pour préserver leur intimité. Oui, dit-il en déglutissant. C'était en 2009. La soirée blanche de Diddy. Ce fut la première de nombreuses confirmations. Et à mesure que son témoignage se déroulait, une image publique soigneusement élaborée commençait à se défaire. Kutcher parla d'abord calmement, mais sa voix tremblait. J'étais ami avec lui, a-t-il déclaré à propos de Combs. Je l'admirais, mais il y avait des choses que je voyais et que j'ignorais. Il a expliqué comment s'était formé ce qu'on appelait le « nouveau rapac » d'Hollywood. Diddy lui-même, Danny Masterson, Wilmer Valderrama. Au début, c'était la fête, puis les affaires, puis autre chose. Il y a eu un tournant. Kutcher a déclaré que cela passait d'événements privés à des choses que j'appellerais des expériences organisées, et que je n'avais pas posé suffisamment de questions. L'accusation lui a demandé s'il avait déjà été témoin d'un comportement criminel. Kutcher a marqué une pause. Je ne savais pas ce que je voyais à l'époque. C'est ce que je me répète sans cesse, mais je comprends mieux maintenant. Il a admis que Combs avait souvent une équipe distincte travaillant dans les arrière-salles, des gens qui confisquaient les téléphones, dirigeaient les clients vers certaines zones et collectaient les accords de confidentialité sur place. Ashton a révélé que lui-même avait signé plusieurs accords de confidentialité au fil des ans. Je pensais que c'était la norme, a-t-il déclaré. Tout le monde le faisait. Mais ensuite sont venus les enregistrements. Le tribunal a diffusé un enregistrement audio enregistré lors d'une fête en 2013 chez Diddy. On entendait de la musique, des rires, puis la voix d'Ashton. Je ne pense pas qu'on devrait filmer ça, a-t-il dit. Sérieusement, c'est trop. Quelqu'un d'autre a répondu, du calme. Tout est réglé. Ils ont déjà signé. Le procureur se tourna vers Ashton. À qui faisiez-vous référence? Il hésita, ses yeux se posant sur Diddy, assis, le visage impassible, à la table de la défense. Des invités, dit finalement Ashton. Certains étaient mannequins, d'autres non. Mais on ne leur avait pas dit ce qui allait se passer. Pas vraiment. À la fin de la première partie, le témoignage d'Ashton ne concernait pas seulement Diddy.
Il portait sur la complicité, sur une culture du silence qui récompensait ceux qui jouaient le jeu et punissait ceux qui posaient des questions. Et il devint évident que Kutcher avait autrefois appartenu à la première catégorie. Mais maintenant, devant un juge et un jury, il tentait de devenir la seconde. Ashton a poursuivi son témoignage dans l'après-midi, détaillant cette fois les années infâmes du New Hollywood Rapac. C'était moi, Didi, Danny Masterson et Wilmer Valderrama, a-t-il déclaré. On appelait ça une nouvelle forme de fraternité, mais avec le recul, c'était une machine. Il racontait des histoires qui, à l'époque, semblaient glamour. J'ai privé vers des destinations secrètes, beuveries nocturnes dans des manoirs sans horloge ni fenêtre. Mais ces récits prenaient désormais une tournure sinistre. Lors de ces fêtes, il y avait des salles entières où seules certaines personnes étaient autorisées à entrer. Ashton a dit, il fallait être approuvé. Je n'ai pas demandé qui était chargé de l'approbation. Le procureur l'a interrogé, a-t-il jamais vu quoi que ce soit d'illégal, d'exploiteur? Ashton prit une grande inspiration avant d'expirer brusquement. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, admit-il à voix basse. Mais j'ai entendu des choses ou des murmures, des avertissements et j'ai choisi de les ignorer. J'en ai ri. Je me suis convaincu que ce n'était que des ragots, rien de plus que des rumeurs sans fondement. Puis vint l'histoire qui a perduré. Une soirée sur un yacht en 2012, privée et luxueuse. Organisée par Didi, elle avait tout du glamour, mannequin, influenceur, mondain. Ils étaient tous sous contrat, a raconté Ashton. Je me souviens que quelqu'un m'a dit, ne t'inquiète pas, ils ont tous signé. Tu es tranquille. Et j'ai ri. Je n'aurais pas dû rire. J'aurais dû m'en aller. Il a parlé de l'évolution de la dynamique au sein de leur cercle intime au fil du temps, de la façon dont une ombre est tombée sur ce qui semblait autrefois être une fraternité soudée. Danny a changé, a-t-il dit doucement, faisant référence à Danny Masterson. Il est devenu plus sombre. Plus secret. Il a commencé à tout contrôler. Et à l'époque, Didi et Danny étaient inséparables. L'attention du tribunal s'est détournée tandis que des images étaient diffusées, une scène de la célèbre White Party de Didi en 2009, co-organisée par Ashton lui-même. C'était mon idée, a-t-il admis avec un regret visible. Nous l'avons présenté comme un événement caritatif, comme quelque chose de bien, de pur. Mais en coulisses, nous faisions la promotion d'un tout autre événement. Et je le savais. Il a avoué comment les secrets ont commencé à s'accumuler, comment le silence est devenu monnaie courante. À Hollywood, pour s'élever, on apprend vite à parler et à se taire. Je gagnais des millions. J'avais une image publique à protéger. J'avais une marque, un avenir, une famille. Et je ne voulais pas perdre ça. Les invités qui posaient trop de questions étaient exclus. Il n'y avait aucune discussion, juste un mur invisible. Il y avait une liste d'invités, a expliqué Ashton, et une liste noire. On ne dénigre pas Sean Combs. Tout le monde le savait. Si on le faisait, on disparaissait des contrats, des événements, de la scène. Il se souvenait d'un incident troublant, une invitée, secouée, dont le nom avait été effacé du procès-verbal. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a regardé et m'a dit, on m'a dit de ne pas parler. Ashton marqua une pause, les yeux brillants. Ce moment ne m'a jamais quitté. Pour la première fois, Ashton Kutcher, décontracté et toujours souriant, s'est dépouillé de son image publique. Il n'était plus seulement un sympathique idiot ou un magnate de la technologie, il se mettait à nu devant le tribunal, révélant une sombre vérité cachée derrière le vernis hollywoodien. Mais l'histoire n'a fait que s'assombrir. Ce qui avait autrefois ressemblé à une théorie du complot au bavardage en ligne cryptée, blog anonyme a soudain pris une forme juridique. Le terme « freak-off » a fait son apparition officiellement devant les tribunaux. Qu'est-ce qu'un freak-off exactement, a demandé le procureur. Ashton hésita. Ses épaules se crispèrent. C'était un événement. C'était Didi qui les organisait, dit-il lentement. C'était privé, sur invitation seulement. Téléphone confisqué. Invité les yeux bandés. Parfois, c'était déguisé en performance artistique, mais ce n'était pas vraiment ça. Pas vraiment. Sa première expérience ? 2005, je pensais que c'était juste une autre soirée à thème hollywoodienne, a-t-il déclaré. J'ai amené une compagne. En une demi-heure, j'ai compris que j'avais fait une erreur. Il a refusé de donner tous les détails, mais ses propos étaient accablants. Il y avait des caméras au cachet.
Certaines personnes semblaient vraiment effrayées. Il y avait des pièces où l'on n'entrait pas à moins d'être tapoté sur l'épaule. L'accusation a produit des preuves provenant d'un ordinateur portable saisi. Le nom d'Ashton figurait dans la catégorie « feu vert ». Il a reconnu ce que cela signifiait. Cela signifiait que j'étais digne de confiance. J'avais accès à tout. Je pouvais aller partout. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cette confiance, mais j'en comprenais l'importance. Il se souvenait avoir signé des accords de confidentialité, non seulement pour sa propre protection, mais aussi pour celle de tous ceux qui se trouvaient à proximité, les artistes, les agents de sécurité et même le personnel de restauration. Celui que j'ai signé en 2010 faisait 28 pages. Je l'ai signé sans sourciller. Quitter ce monde n'a pas été simple. Ce n'était pas comme décliner une invitation à une fête, a déclaré Ashton. C'était comme sortir d'une machine. On ne quittait pas simplement une scène, on quittait une structure de pouvoir. En 2014, il a tenté de s'en aller. J'ai dit à Didi que j'en avais fini. Que je ne voulais plus m'en mêler. Et il m'a répondu, tu n'abandonnes pas. Soit tu es dedans, soit tu es dehors pour toujours. En quelques jours, 3 contrats importants dans lesquels Ashton était impliqué ont mystérieusement échoué. Un ami m'a appelé et m'a dit, tu as rendu quelqu'un nerveux. C'est là que j'ai réalisé que c'était plus grave que je ne l'aurais imaginé. Il a conclu son témoignage initial par une confession calme et glaçante. J'avais peur. Pas seulement pour mon nom ou mon argent, mais pour ma famille. Didi n'avait pas besoin de crier pour détruire quelqu'un. Il devait juste arrêter de répondre à vos appels. La salle d'audience a été suspendue. Mais personne n'a bougé. Le silence était éloquent. Lorsque les débats ont repris, l'attention s'est déplacée du spectacle des célébrités vers quelque chose d'encore plus insidieux, l'échafaudage financier derrière la façade. Les liens d'Ashton avec la Silicon Valley lui ont longtemps valu des éloges en tant qu'investisseur visionnaire, faisant le lien entre technologie et divertissement. Mais à mesure qu'il cartographiait ces liens, un réseau commençait à se révéler. En 2009, je me suis lancé dans d'autres activités que le divertissement, a-t-il déclaré. Je rencontrais des fondateurs, des investisseurs en capital risque. Mais Sean ou Didi lui ouvraient des portes que même les investisseurs chevronnés ne pouvaient pas franchir. Ils ne faisaient pas que faire la fête. Ils bâtissaient un empire, des agences de marketing déguisées en clubs, des agences d'influence dissimulant des programmes de recrutement, des courtiers en données cachés derrière des blogs lifestyle. C'était un système, a déclaré Ashton, et j'en faisais partie. Un personnage mystérieux est apparu à plusieurs reprises, un investisseur anonyme lié à plusieurs entreprises de Kutcher, dont on a appris plus tard qu'il entretenait des liens financiers avec les opérations offshore de Didi. L'argent circulait sous des étiquettes anodines, conseils, événementiels, marketing. Mais les dates et heures correspondaient étrangement à celles de rassemblements notoires. Il existait des sociétés écrans qu'Ashton n'a jamais vraiment comprises. Ils m'ont dit que c'était pour protéger la propriété intellectuelle. Avec le recul, je pense que c'était pour dissimuler qui finançait vraiment tout. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il n'avait pas enquêté plus avant, la voix d'Ashton s'adoucit. Parce que l'argent était bon. Parce que poser trop de questions vous rendait superflu. L'accusation a dévoilé la chronologie des transactions d'Ashton à applications, plateformes technologiques, investissements qui ont bénéficié d'un financement soudain, souvent provenant de comptes désormais gelés par les autorités fédérales. Une partie de ce financement provenait de la collecte de données géolocalisation, profilage biométrique sans le consentement des utilisateurs. Je ne savais pas, dit Ashton. Mais j'aurais peut-être dû. Il se souvenait d'un pitch de 2016, une application pour mettre en relation des talents avec des producteurs. Une diapositive détaillait des vérifications d'antécédents discrètes et des profils psychologiques. Ça m'a fait flipper. J'ai abandonné. Il ne s'agissait pas seulement de débauche. Il s'agissait d'infrastructures. Une machine finement réglée pour manipuler l'image, le pouvoir et l'influence. Au fil du temps, le RAPAC, autrefois uni par la célébrité et l'ambition, s'est fracturé. Non pas à cause du drame, mais à cause de la peur. En 2014, les choses ont changé, a-t-il dit. Danny est devenu obsédé par le contrôle. Wilmer a perdu ses repères. Ses amis ont cessé de venir. On pensait qu'ils étaient épuisés. Mais l'un d'eux m'a appelé et m'a dit, tu en sais trop. Sors tant que tu peux. Après qu'Ashton ait décliné d'autres invitations,
il a commencé à remarquer des projets soudainement abandonnés, des campagnes de relations publiques annulées, d'anciens alliés disparaissant dans le silence. En 2017, lors d'un gala de charité. Une accolade apparemment amicale de Didi. Puis un murmure à son oreille, « Fais attention à ce dont tu ne te souviens pas ». Peu après, une enveloppe vierge arriva au bureau d'Ashton. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Elle contenait des images d'une fête de 2012 pas criminelle, mais humiliante. Message reçu, dit Ashton. La peur commença à dicter sa vie. Chaque fois qu'il prenait ses distances, quelque chose refait surface, une fuite de mai, une rumeur dans un tabloïd, des menaces de justice. Et puis, 2018. Un avertissement. Une action civile était imminente. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Qu'ils s'en occuperaient. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas de l'amitié. C'était une tentative de limiter les dégâts. Il a commencé à rompre les liens, à remanier les accords, à transférer discrètement de l'argent. Mais le nom de Didi n'a jamais disparu. Il est resté présent, prononcé avec révérence, cité de manière codée par les fondateurs et les financiers du secteur technologique. Je me sentais hanté, a admis Ashton. Hanté par quelque chose que j'ai contribué à créer. En 2020, il avait tout fait pour remodeler son image, père de famille, philanthrope, investisseur avisé. Mais en coulisses, il fuyait un destin immense et implacable. Le monde a changé. La pandémie a frappé. Hollywood a marqué une pause. Et peu à peu, les rumeurs se sont transformées en gros titres. Le nom de Didi ne pouvait plus être caché. Lors du premier raid, a déclaré Ashton, je n'ai pas été choqué. J'ai été soulagé. Mais le soulagement fut de courte durée. Les assignations à comparaître se succédèrent. Les photos refirent surface. Les tempêtes médiatiques reprirent. Et cette fois, même les meilleurs publicistes ne purent le protéger. Il a raconté le jour inoubliable où des agents fédéraux se sont présentés sans prévenir à l'un de ses locaux commerciaux, munis d'un mandat qui ne laissait aucune place à la négociation. Leurs exigences étaient précises et exhaustives, accès à des archives vidéo, à la correspondance privée, au carnet de voyage ou tout ce qui pouvait faire la lumière sur le scandale grandissant. J'ai tout donné, a-t-il dit, la voix lourde de ce moment. Pendant des semaines, le public n'a observé que le silence. Interrogé sur son retrait discret lors de la première vague d'accusations, il a révélé une vérité bien plus complexe que la simple crainte de poursuites judiciaires. J'étais terrifié, non seulement par la décision des tribunaux, mais aussi par l'ampleur des dégâts, les personnes concernées et le nombre de vies brisées, a-t-il admis. Cette anxiété ne concernait pas seulement sa personne, mais aussi les répercussions sur son entourage. Mais le véritable désastre a eu lieu en 2023, lorsqu'une vidéo granuleuse d'une fête organisée il y a longtemps par Kutcher et Combs dans les Hamptons a été diffusée. La vidéo n'était pas ouvertement scandaleuse, mais elle capturait une scène dérangeante, des influenceurs regroupés par leurs agents dans des zones interdites, leurs déplacements soigneusement orchestrés et dissimulés au public. Devant la caméra, Ashton n'a prononcé qu'une seule phrase glaçante, « Gardez-les calmes jusqu'à ce qu'on commence ». Cette brève déclaration a provoqué une onde de choc dans l'opinion publique, changeant instantanément le récit. Au tribunal, il a tenté de clarifier les choses. Ce n'était pas ce que j'avais l'air de croire, a-t-il dit d'une voix tendue. On tournait une séance photo pour promouvoir une marque, ou du moins, c'est ce que je croyais. C'est ce qu'on m'a dit. Mais une fois la perception du public acquise, la logique n'a plus eu d'importance. Pour un homme dont la carrière reposait entièrement sur le charme, la confiance et une image publique soignée, le contre-coup a été catastrophique. Les contrats de sponsoring se sont évaporés presque du jour au lendemain. Les partenaires technologiques ont discrètement pris leur distance. Les fonds d'investissement ont radié son nom de leur conseil d'administration sans tambour ni trompette. Sa vie privée n'a pas été épargnée non plus. Mila, sa femme, aurait atteint un point de rupture. Elle m'a supplié de partir il y a des années, a-t-il avoué, les yeux baissés. Je ne l'ai pas écouté. La douleur d'Ashton s'est aggravée lorsqu'il a parlé de ses enfants, qui ont commencé à se poser des questions qu'aucun parent ne veut affronter. Pourquoi des inconnus criaient-ils devant leur maison? Pourquoi des cars de reportage étaient-ils stationnés dans leur rue, les caméras braquées sur leurs portes? J'ai dû expliquer des choses que je ne comprenais même pas moi-même, a-t-il dit doucement. La chute ne fut pas marquée par une explosion soudaine et spectaculaire, mais par un effondrement lent et douloureux. Un acteur hollywoodien, autrefois considéré comme intouchable et adoré, assistait désormais,
impuissant, à la désintégration de son empire, brique par brique. Non pas à cause d'actes qu'il avait ouvertement commis, mais à cause de ce qu'il avait choisi de ne pas voir et pire, de ce qu'il avait refusé d'empêcher. Le ton changea lorsqu'Ashton baissa la voix en parlant de celui qu'il considérait autrefois comme son frère, Danny Masterson. L'atmosphère de la salle d'audience devint tendue et pleine d'attente, nul n'avait besoin de rappeler le sombre destin de Masterson. Condamné, et désormais symbole d'un réseau bien plus vaste et plus sombre. Mais ce qui n'avait pas été pleinement révélé auparavant, c'était à quel point Masterson était profondément impliqué dans ce cercle exclusif, à quel point l'influence exercée pour le protéger était vaste et à quel point Ashton avait été complice bien plus qu'il ne l'avait admis jusqu'à présent. Nous avons grandi ensemble, commença Ashton, un mélange de nostalgie et de regret dans la voix. Nous avons tout partagé. Leurs années passées, ce spectacle des années 70, il ne se limitait pas au métier d'acteur, il constituait le fondement d'un réseau de pouvoir interconnecté. Danny était lié à la scientologie, Kutcher au monde de la technologie et du capital risque, et Didier à la mode et à la musique. Ensemble, ils tissaient un vaste réseau destiné non seulement à accroître leur influence, mais aussi à faire taire la dissidence à tout prix. Ce que la plupart des gens ignorent, a révélé Ashton, c'est comment ce pouvoir opérait à huis clos. Lorsque les accusations contre Danny ont éclaté, il ne s'agissait pas seulement d'une question de défense juridique. Il s'agissait d'une opération de grande envergure tirant les ficelles dans tous les secteurs du divertissement et des affaires. J'ai vu tout cela se produire, a déclaré Ashton. Il a décrit une nuit particulièrement effrayante en 2017, juste avant que Netflix ne supprime Masterson délirante. Un dîner privé fut organisé sur les hauteurs d'Hollywood, en présence de dirigeants, de producteurs, d'artistes et même de l'un des principaux avocats de Diddy. L'accent n'était pas mis sur l'innocence ou la culpabilité, mais sur l'orchestration du silence. Des documents présentés au tribunal ont révélé une série de communications dans lesquelles Ashton proposait de gérer l'image du public, créant ainsi un bouclier pour Masterson. Je pensais aider un ami, a-t-il admis, mais je n'ai pas réalisé que j'aidais à enterrer la vérité. Le tribunal a été saisi d'une note révélatrice provenant d'une agence de relations publiques que Kutcher avait embauchée en 2018. Le plan détaillait une campagne coordonnée visant à inonder les moteurs de recherche d'histoires positives mettant en vedette Kutcher, Diddy et Masterson, des soutiens de célébrités, des événements sur le tapis rouge, des dons discrets à des associations caritatives pour femmes, chacune parfaitement synchronisée avec les étapes juridiques, une tentative de manipuler l'opinion publique par la distraction et la bonne volonté. J'étais terrifié à l'idée de ce qui arriverait si le public se retournait contre nous, a déclaré Ashton, la voix brisée. Alors je suis devenu un élément de la machine qui nous a distraits et trompés. Puis, un moment plus lourd que jamais, il se souvint d'un appel téléphonique de Danny en 2019. Paniqué, Danny menaçait d'entraîner d'autres personnes dans sa chute si la situation dégénérait. Quand Ashton insista pour obtenir des noms, Danny répondit simplement « Tu sais qui signe les chèques ?» Et Ashton le savait. Tous les membres de ce cercle savaient exactement de qui il parlait. Il était désormais clair pour tous ceux qui l'écoutaient, il ne s'agissait pas seulement d'une association malheureuse ou d'un manque de jugement. Il s'agissait d'un homme qui avait été si proche du pouvoir qu'il avait vu la machine du silence tourner et s'y était laissé entraîner. Ashton a finalement révélé l'existence de ce qu'il appelait « l'équipe de nettoyage ». Ce n'était pas une seule équipe, a-t-il expliqué. C'était tout un système, des dépanneurs, des chauffeurs, des médecins privés, des publicistes, des protections juridiques. On arrivait au milieu d'une catastrophe, et au matin, c'était comme si rien ne s'était passé. Les gens étaient payés. Les histoires disparaissaient. Parfois, les souvenirs aussi. Il a relaté un incident troublant survenu à l'étranger en 2015, lorsqu'une invitée a subi une urgence médicale lors d'un événement. Une équipe de sécurité l'a rapidement évacuée et, à l'aube, la pièce où elle avait été retrouvée avait été entièrement rénovée, les murs étaient recouverts de miroirs, effaçant toute trace de ce qui s'était passé. Il a détaillé 3 niveaux de silence forcé, le pot de vin, les opportunités de carrière et les menaces voilées. Certains ont reçu des voitures de luxe en guise de compensation, d'autres ont été choisis pour de nouvelles émissions, tandis que quelques-uns ont tout simplement disparu des cercles sociaux et des invitations. Les documents financiers présentés ont montré qu'Ashton avait autorisé des paiements par l'intermédiaire de l'une de ses entités commerciales à un consultant en médias qui s'occupait simultanément du contrôle des dommages pour une campagne de mode Diddy, révélant ainsi le réseau complexe de gestion coordonnée de l'image. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait participé à cela, sa réponse a été simple mais obsédante, parce que je ne savais pas comment m'en sortir. En 2021, Ashton a commencé à se retirer discrètement.
Il a coupé les ponts avec le réseau de Didi, fermé des entreprises en sommeil et même supprimé 10 ans de photos de ses archives cloud, cherchant désespérément à effacer toute implication. Pourtant, plus il tentait de disparaître, plus les questions sur son silence se faisaient entendre. « Avez-vous déjà essayé d'effacer une partie de votre vie » demanda-t-il d'un ton rhétorique. Le problème, c'est que quelqu'un d'autre en a toujours une copie. Il a décrit un message glaçant envoyé à sa femme, Moni, début 2022, une photo d'elle et de leurs enfants, accompagnée d'un extrait d'un contrat qu'elle n'avait jamais signé ni même vu. Ce n'était pas une menace directe, mais un rappel brutal, même si vous quittez le parti ne vous lâche jamais vraiment. Il a conclu en expliquant pourquoi il avait finalement décidé de parler. Parce que j'en avais assez de m'effacer, a-t-il dit avec une conviction tranquille. Parce que plus je restais silencieux, plus je devenais l'un d'eux. Ashton Kutcher resta immobile un long moment avant de rompre à nouveau le silence. Il semblait saisir toute la portée de la 9e partie, non seulement pour le tribunal, mais aussi pour l'héritage que laisseraient tous les spectateurs. Il ne s'agit pas de sauver la face, dit-il fermement. Il s'agit de préserver ce qui me reste de moi-même. Lorsqu'on lui a posé une dernière question, pouvait-il revenir en arrière et changer quoi que ce soit? Il n'a pas hésité. Je serais parti, a-t-il simplement répondu. En 2005, la première fois que j'ai vu la porte se refermer derrière moi à une de ces fêtes, j'aurais dû partir. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté. J'ai joué le jeu. J'ai souri sur les tapis rouges et présenté des applications pendant que des gens se faisaient mal en coulisses. Il a avoué avoir récemment envoyé des lettres à certaines victimes. Non pas pour demander pardon, a-t-il expliqué, mais pour leur dire que je comprends tout maintenant. Chaque détail. Se tournant vers le juge avant de se retirer, il lui fit un serment solennel. Votre honneur, si ce tribunal a besoin de moi pour quoi que ce soit au courriel, dossier, non, je ne contesterai pas. J'ai déjà mené assez de batailles pour les mauvaises personnes. Un silence s'abattit sur la salle d'audience. Même Didi resta muet, car à cet instant, la salle n'était plus remplie de célébrités ni de magnats. Elle était chargée du poids des vérités qu'ils avaient tous désespérément tenté d'enfouir. Dehors, le monde regardait en silence, témoin du lever du rideau final. Que Ashton Kutcher soit perçu comme un héros essayant de se racheter ou simplement comme un autre homme imparfait se cachant derrière un sourire soigné, une chose était indéniable, le mythe de la célébrité avait été brisé, révélant une réalité bien plus sombre que celle que quiconque voulait affronter.